Ok, bonjour. Je vous remercie de me donner cette opportunité de m'exprimer au devant de milliers de vos téléspectateurs. Pour la petite présentation, je suis le professeur Andy Mbanga Mamouela. Je suis professeur de gynécologie obstétrique aux cliniques universitaires de Kinshasa, donc à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, où j'occupe également la fonction de vice-doyen chargé de l'enseignement. Et je suis également un membre de la Société congolaise de gynécologie obstétrique, en sigle SCOGO, où je suis secrétaire adjoint de la région ouest. Voilà pour la petite présentation, ce que je puis dire. Comment le professeur Mbanga m'a atterri en médecine? Je puis dire que depuis mon jeune âge, je ne sais pas si à un moment donné j'ai pensé à autre chose. Il y a un mélange d'inspiration de l'entourage. Fils de médecin, j'ai grandi au milieu des médecins et travaillé déjà vers la fin de mes humanités dans un milieu médical avant de venir à l'université. Donc c'est pour dire que je crois que dès mon jeune âge, j'avais été inspiré, certes par l'entourage, mais au fil des années, il y a eu cette envie d'apporter son aide à son entourage qui s'est ajoutée dans les raisons qui m'ont poussé vers la médecine, mais aussi cette curiosité-là de cerner la complexité du fonctionnement du corps humain. Et au fil des années, je me suis rendu compte que c'est impossible de pouvoir prétendre tout comprendre. Et donc, à un moment ou à un autre, il fallait commencer quelque part. Et donc, moi, je me suis décidé à faire la médecine, guidé par tout ce que je viens de citer là. En fait, le plus grand secret face à l'adversité, par rapport au but qu'on s'est fixé, je crois que c'est d'abord la conviction. Lorsque on veut atteindre un but, on se donne les moyens d'atteindre ces buts-là. Et ces moyens qu'on se donne, ça doit être des moyens qui, à la fin, vous devez vous rendre fier par rapport à ces motivations-là. C'est-à-dire dire que voilà ce que j'ai fait pour atteindre ces buts et j'en suis fier des efforts que j'ai fournis. Donc il y a, pour arriver à la fin des études de médecine, il y a certes beaucoup de difficultés à rencontrer. Des difficultés qui sont certes d'ordre matériel, financier, mais il y a parfois aussi des découragements de l'entourage, des découragements par rapport aux difficultés liées aux moyens de transport, aux difficultés liées aux conditions d'enseignement. Je crois que lorsqu'on reste fixé sur ces objectifs, focus sur ces objectifs, je crois que on arrive à surmonter ces difficultés-là. Bon, il y a certes l'accompagnement de l'entourage, qui n'est pas de moindre, mais je crois que l'essentiel vient de soi-même et l'accompagnement de l'entourage n'est qu'un bonus dans la résolution des difficultés qu'on peut rencontrer pour atteindre ce but-là. En fait, dans la vie, dans tout ce que nous entreprenons, il y a toujours des gens qui vous inspirent, des gens qui vous guident. C'est vrai que je pense, et je peux l'affirmer ici, que le premier mentor que j'ai eu, c'est mon père. Parce que me permettre de faire des études de médecine, je crois que c'est quelqu'un pour qui aujourd'hui chacun pourrait faire un coup de chapeau. Pour dire que voilà, il a poussé son enfant à faire la médecine, ou il l'a encouragé à faire la médecine, il l'a accompagné. Donc c'est le premier mentor que j'ai eu. Ensuite, il y a au moment où on faisait des études primaires et secondaires, des gens qui nous ont encouragés dans le travail. Je me souviens encore d'un de mes enseignants de l'école primaire en 6e primaire,
qui m'a encouragé, qui à un moment donné était une inspiration pour moi et qui m'a poussé à pouvoir braver les étapes des études, certes en ce moment-là primaire et ensuite secondaire. Ensuite, quand je terminais mes études, j'ai eu la chance de rencontrer une belle personne, une très belle personne, qui est spécialiste en imagerie médicale. Pendant que j'étais en train de travailler, on va dire un peu dans, je dirais pas dans l'informel, après mes études secondaires, en attendant de monter à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer un brillant médecin qui continue à exercer aujourd'hui, un spécialiste en imagerie médicale, je peux même le citer, le docteur Mbongo Bahati, un exemple d'abnégation, un exemple comment dire, d'intelligence et de persévérance, et il est parmi les gens qui m'ont fortement inspiré. Par après, lorsque nous avons entrepris ou nous avons commencé ces études de médecine, il y a eu certains de nos enseignants que nous avons eu. Vous savez, quand il y a des gens qui vous enseignent, vous trouvez parmi eux des gens qui vous donnent l'envie de faire ce pourquoi vous étudiez. Par ce qu'ils représentent. Ce sont des gens qui, dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, dans leur manière de s'exprimer, vous donnent envie de faire des efforts et d'atteindre ce but que vous vous êtes fixé. Donc, je cite là tous les enseignants que j'ai eus à la faculté de médecine. Et quand j'ai terminé, je suis allé en spécialisation. J'ai eu beaucoup de mentors, donc je ne peux pas les citer un à un, mais je peux ici donner un coup de chapeau, et non de moindre, à celui qui un jour m'a dit « Je vois en toi du potentiel et je voudrais travailler avec toi ». Et c'est celui-là qui a conduit mes pas scientifiques, qui a fait de moi un professeur d'université. Et tout ce que je suis, tout ce que je sais faire aujourd'hui, est en grande partie, a été inspiré en grande partie par celui-là, le feu professeur émérite Tandou Oumba Barthélémy. Et donc, je suis fier aujourd'hui de dire que je suis de l'école de ce grand professeur-là. Alors, je ne vais pas dire que quand j'ai commencé mes études, j'espérais à tout prix faire la gynéco-obstétrique. C'est vrai qu'en ayant un père médecin, de surcroît gynécologue obstétricien, c'est une de mes premières inspirations. Mais au cours de mon parcours, à un moment donné, quand je rencontrais le docteur Alphonse Mbongo Bahati, à un moment donné, je me voyais bien faire l'imagerie médicale. Mais je crois que l'envie de faire la gynécologie a pris un peu le dessus. Mais en fait, ce que je peux te dire en général, c'est que ce qu'on arrive à faire à la fin, au début, est inspiré par beaucoup de choses. Parfois sans conviction. Parce que j'ai eu un père gynécologue, je me suis dit, je ferai la gynécologie. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, l'inspiration d'une spécialisation est dictée par le parcours. Et parfois même, au début, tu te dis, je vais faire la gynécologie obstétrique, mais au cours de ta formation, tu rencontres d'autres spécialistes, et à un moment, tu commences à te dire, ah tiens, je crois que cette branche est assez intéressante aussi. Mais je crois que l'inspiration doit venir de ce que l'on rencontre, de ce que l'on lit, de ce que l'on découvre au cours de sa formation. Et parfois, on peut se dire que hier, je voulais faire la gynéco, aujourd'hui, je vais faire l'imagerie, parce que je trouve qu'il y a ceci dans l'imagerie, il y a telle complexité que moi, je voudrais élucider. Mais moi, je crois que dans tout le parcours, c'était la gynéco-obstétrique. À un moment, il y a eu sur une balance la gynécologie obstétrique et imagerie médicale, mais je crois que la gynécologie, avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai eu à pratiquer au cours de mon parcours, je crois que ça a pris les dessus, notamment inspiré par les gens ou les formateurs que j'ai rencontrés. Ouf, la plus grande échec. Vous savez, il y a eu plusieurs échecs dans la vie. Je vais avoir du mal à me rappeler tous ces échecs-là. Pour rester dans le domaine de la médecine, je crois que la plus grande échec est une année de ne pas avoir pu passer en première session. Et je crois que si je me rappelle bien, ça doit être en troisième année graduée. Ne pas passer en première session, je crois même qu'il y en a eu 2. Et ça, comme pour chaque étudiant, quand on délibère la première session et que ton nom n'est pas cité parmi ceux qui ont réussi d'entrée des jeux, je crois que ce jour-là, tu as l'impression que tu as tout mal fait. Et je crois même que les étudiants qui vont m'entendre vont
Et tous ceux d'ailleurs qui ont été étudiants vont se rappeler de ce sentiment-là. Quand on ne cite pas ton nom parmi ceux qui ont réussi. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on s'évertue à remettre directement les résultats le même jour de la délibération. Et dans notre temps, c'était on vous délibère aujourd'hui, on proclame, et il faut revenir demain, parfois même après 2 jours, pour avoir les détails des résultats. Donc vous imaginez, c'est 2 jours d'insomnie hein, où on a le sentiment que on a été piètre. En fait, on a tout manqué. C'est cela que je peux dire comme étant ma grande échec. Les autres échecs qui sont arrivés, bon, vous savez, un échec peut arriver. Et bon, on se relève. Après, on avait oublié, hein, on se dit pas que c'est un échec qui a été un grand échec. Je crois que ma plus grande peur, et ça va être partagé par beaucoup, c'est d'échouer dans ce qu'on n'entreprend pas. Hein, dans ce qu'on n'entreprend pas. Aujourd'hui, je suis vice-doyen chargé de l'enseignement. Ma plus grande peur est d'échouer dans ce mandat-là. C'est pour ça que je me donne tous les jours les moyens de pouvoir réussir dans ce travail-là. Ce n'est pas un travail facile et il faut chaque jour apporter des réponses aux étudiants, apporter des solutions ou des stratégies pour pouvoir réussir l'année académique, pour que les enseignements se donnent. Et on n'est pas seul dans la tâche. Hein. On est obligé, on doit se faire accompagner par tous les enseignants, tous les professeurs, les chefs des travaux, les assistants de la faculté. Et donc, chaque jour, on a peur de ne pas pouvoir atteindre les objectifs d'une année académique. Et donc, je crois que c'est ce qui constitue ma plus grande peur. Échouer dans ce que l'on entreprend. Je suis également un entrepreneur comme d'autres, n'est-ce pas? Un promoteur d'un centre médical. Une des plus grandes peurs, c'est de ne pas réussir dans ce qu'on fait. Et je crois que ça c'est la plus grande peur de tout le monde. Quand j'ai fini mes études, je suis allé travailler. Comme médecin en perfectionnement, comme médecin généraliste, comme médecin de garde. J'ai travaillé dans plusieurs structures médicales de la place. Et l'expérience m'a montré, d'accord, qu'il n'est pas toujours possible d'entreprendre les choses ou de faire les choses de la manière dont on veut si on est en train de travailler pour des gens. Ce n'est pas mauvais de travailler pour des gens. Tout le monde ne peut pas se mettre à son propre compte. Tout le monde est obligé de passer par là. Mais moi, je me suis dit un jour que face à des réalités qui, dans la plupart du temps, étaient des réalités, on va dire, négatives, il y en a eu aussi de positives. Je me suis dit, tiens, je crois que si je veux implémenter ce que je me suis toujours dit, si je veux donner l'impulsion de ce que je veux, et même inspirer d'autres, je crois que, et surtout, et d'ailleurs ça je vais souligner, si on veut rendre service à la communauté selon son entendement, je crois qu'il fallait se mettre dans son propre compte. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas arrêté de travailler, parce que je suis médecin des cliniques universitaires de Kinshasa. Je continue de travailler pour les cliniques universitaires de Kinshasa, mais je me suis dit que si j'ai mon propre centre médical, je peux facilement implémenter ce que j'ai en tête. Et vous savez, dans notre domaine de gynécologie obstétrique, il y a beaucoup de challenges, n'est-ce pas? Il y a la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, il y a la lutte contre les cancers gynécologiques, il y a la prise en charge de l'infertilité, c'est autant de choses qui parfois, si tu veux les mettre en application, ce n'est pas toujours facile lorsque tu travailles pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qui m'a un peu poussé à me mettre à mon propre compte. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on travaille tous les jours pour ça. Et je crois que si aujourd'hui je me satisfais de ce qui est accompli jusqu'à aujourd'hui, je risque de m'arrêter et de ne pas faire plus. Et donc chaque jour, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets que nous avons en tête pour ces universités là où nous travaillons. Les moyens font défaut, c'est vrai. Mais je crois que demain, on pourra y arriver. Donc, je ne vais pas considérer que ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est une prouesse. Non. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et de bien meilleures choses à faire.
On nous a dit un jour, pendant que nous étudions, et je continue à l'expérimenter, c'est qu'en fait, le médecin, c'est un éternel étudiant. Donc, que ce soit dans le domaine médical en tant que médecin, tous les jours il y a des découvertes, tous les jours on est obligé de travailler pour publier ce que nous constatons, n'est-ce pas, pour faire des recherches, pour se mettre à la page. Et en tant que professeur, on n'est pas encore arrivé. Je crois que quand on est professeur, on peut affirmer qu'on est arrivé lorsqu'on devient professeur émérite. Parce que le professeur émérite, non seulement il y a les années de travail en tant que professeur, mais il y a énormément de choses accomplies. En termes de formation de la jeunesse, des étudiants, des assistants, des chefs des travaux, et même formation des professeurs. Je crois qu'il n'y a que les professeurs émérites, et même quand on devient professeur émérite, on a accompli énormément de choses, mais on continue toujours à avoir quelque chose à donner. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que je suis arrivé. Donc j'ai encore un parcours à faire et je ne peux pas encore affirmer que je suis arrivé à bon port. Oui, les conseils. D'abord, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce sens-là. À la jeunesse, je vais dire, il doit d'abord commencer par être convaincu par ce qu'il entreprend. Ne pas se réveiller un matin et mes amis sont allés à l'université, bon, si je vais à l'université. Non, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Il faut être convaincu de ses aptitudes. Les aptitudes, ce n'est pas seulement ce qu'on sait déjà faire. Oui, c'est vrai, on est apte à faire quelque chose. Mais c'est aussi ce qu'on est convaincu qu'on peut arriver à faire, alors qu'on ne l'a pas encore entrepris. Et donc, ceux qui se lancent dans les études de médecine doivent d'abord se donner les moyens de réussir. Et les moyens de réussir, c'est le travail. Il n'y a rien qu'on donne en cadeau. Il faut travailler, il faut se réveiller le matin, il faut aller à l'université, il faut trouver le temps de lire après, et il faut lire tous les jours. Personne ne peut prétendre bien faire les choses en ne lisant pas tous les jours. Au jour le jour, les enseignements que l'on reçoit, on doit le lire, on doit les relire le soir. Un étudiant, moi je dis toujours, notamment aux finalistes en médecine, je dis, un stagiaire qui n'arrive pas à avoir l'impression que les 24 heures de la journée sont insuffisantes pour accomplir ce qu'il doit accomplir, il est en train de faire un mauvais stage. Parce que si nous, au stade où nous sommes en tant que professeur, en tant que vice-doyen, il arrive parfois qu'une journée se termine, tu réalises que je n'ai pas pu terminer tout ce que j'avais à faire et que je dois continuer à le faire, à plus forte raison, ceux qui sont en train d'étudier. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Donc il faut qu'ils lisent et qu'ils n'attendent pas la fin de l'année pour se mettre à lire. Parce que là, ils vont échouer. Donc, convaincus de ce qu'on fait, se donner le moyen de pouvoir accomplir ce que l'on veut accomplir en étudiant au jour les jours et en ne se laissant pas décourager par une difficulté. Quand une difficulté arrive, il faut se dire que je ne suis pas la première personne qui rencontre cette difficulté. Il y en a d'autres qui l'ont rencontré. S'ils ont réussi à surmonter ces difficultés, je peux les surmonter. Qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ces difficultés? D'honorable, évidemment. Ok? Si j'ai échoué, je recule, je bouquine, j'étudie et je refais l'examen et je passe. Et si je dois entreprendre des études, je dois les entreprendre pour réussir du coup. Et pour réussir du coup, il faut étudier tout au long de l'année et toujours, encore et encore étudier. Et donc, je dirais à ces jeunes-là que devenir médecin n'est pas aisé, mais ce n'est pas impossible. On peut devenir médecin. Beaucoup de gens peuvent devenir médecins. Beaucoup de gens deviennent des médecins d'ailleurs. Mais la plus grande question est de savoir, est-ce que je serai un bon médecin? Être médecin, c'est terminer la faculté de médecine avec un diplôme. Mais être un bon médecin, c'est non seulement terminer la faculté de médecine, mais être apte à pratiquer la médecine et à donner des soins appropriés, du réconfort aux malades, et que ces malades-là puissent se dire, tiens, moi j'ai un bon médecin. Et c'est en ce moment-là qu'on se dira que oui, on va un peu se satisfaire de ce qu'on a entrepris en tant que médecin. Donc voilà un peu comme conseil que je peux donner